Ok, super. L'enregistrement est parti. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à Agnès Verdier-Molinier. On Bonsoir. est très heureux de vous recevoir donc, à ce 15e webinaire Xurso sur la relance. Et donc, je vais vous présenter très rapidement. Donc, vous êtes donc, dirigeante du think tank IFRAP et auteur de nombreux livres, dont récemment La France peut-elle tenir encore longtemps aux éditions Albin Michel. Et alors, aujourd'hui, on attend votre analyse, votre intervention, notamment sur le sujet de la dette contractée dans le contexte de la crise du Covid, qui est un sujet important qui probablement va nous occuper ces prochaines années. Alors, je vais commencer par une première question. Donc, comme je l'ai dit, votre dernier livre s'intitule « La France peut-elle encore tenir longtemps ?» Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque financier pour notre pays, notamment lié à l'augmentation récente de la dette publique? Et s'il y a un risque, à quelle échéance ce risque peut-il menacer notre pays? Voilà, c'est à vous. Merci Laurent, merci à tous. Ça me fait très plaisir de retrouver toute l'équipe d'Xurso, malheureusement à distance. J'espère que dans les prochains mois, on pourra à nouveau se voir en vrai. Alors, c'est vrai que j'ai sorti ce livre évidemment parce que je m'inquiète de la solvabilité finalement de notre pays. Pourquoi je m'inquiète? Tout simplement parce que je me suis rendu compte en travaillant avec mon équipe de la Fondation IFRAP qu'on était dans des niveaux de besoin de financement dans l'année 2020 qu'on n'avait jamais atteint précédemment. On est sur 1 milliard d'emprunts par jour en 2020 et je peux vous dire d'ores et déjà que 2021 n'est pas vraiment mieux en termes de besoins de financement pour nos administrations publiques. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc, ce montant. Et puis par ailleurs, j'ai discuté avec beaucoup de hauts fonctionnaires, de gens qui suivent ce dossier au plus près et qui m'ont dit Agnès, faut y aller, faut dire quelque chose parce que vous êtes parmi ceux qui d'abord travaillent sur le sujet. On avait déjà sorti, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en juin dernier, une étude sur les fragilités de la dette française qui avait été particulièrement regardée en haut lieu. Et on avait évoqué d'ailleurs les milliards de dettes indexées, le fait qu'on avait une maturité de la dette qui n'était pas aussi importante que dans certains pays, le fait qu'on avait une des dettes les plus internationalisées par rapport aux pays comparables. Alors, il y a plus de 51% de la dette française qui est détenue par des résidents, enfin des non-résidents, des résidents étrangers. Enfin, tout ça, on l'avait bien posé déjà dans les mois précédents. Mais là, je voulais vraiment alerter sur le fait qu'il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas finalement d'argent gratuit, que même si la BCE rachète de la dette, et pas, disons pas en direct, mais en secondaire, en rachetant de la dette qui a déjà été achetée par d'autres investisseurs, eh bien, ce n'est pas la totalité de la dette qui était mise par la France. Par exemple, en 2020, il n'y a qu'une partie de la dette qui a été contractée en 2020, qui a été rachetée par la BCE, et c'est à peu près 50%. Et c'est à peu près 50% aussi potentiellement de ce qui va être contracté pour 2021, qui peut être acheté par la Banque Centrale Européenne. Et puis c'est un peu abusif de dire ça, c'est plutôt la Banque de France. Enfin bon, bref, on y reviendra peut-être. Et donc, le reste est acheté forcément par d'autres. Et là aussi, il y a beaucoup de questions à se poser. Je ne vais pas y venir tout de suite. Mais ce que je vois, c'est les besoins de financement augmenter de manière exponentielle. Et de l'autre côté, finalement, pas tellement de solutions pour nous dire comment on va faire. Alors, j'entends bien ce que dit le gouvernement. Il dit « je n'augmenterai pas les impôts ». Je pense qu'il est tout à fait sincère, le gouvernement, quand il dit ça. Ils ne veulent pas augmenter les impôts. Et notamment, je pense que Bruno Le Maire est vraiment très sincère en la matière. Il a d'ailleurs répondu à mon livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, Laurent, dans les pages du Figaro Magazine. Et donc, c'est vrai que c'était très intéressant pour moi, en tant que dirigeante de think tank, en tant qu'auteur, d'avoir le ministre de l'économie qui répond à un livre comme ça. C'est pas courant. Et il dit bien, la France n'est pas en faillite, et c'est normal, c'est son rôle de le dire, mais en même temps, il dit, bah oui, il y a quand même du souci à se faire, et il y a des sujets sur lesquels je me reconnais dans les propositions d'Agnès Verdier-Molinier. Enfin, je n'ai pas cité tout ce qu'il a dit, mais c'est très important, je pense, et c'est le message de mon livre, non pas de céder à la panique, évidemment, mais de savoir quelle est notre stratégie pour
redresser la France, reconstruire la France. Voilà. Et c'est ça que j'appelle de mes voeux. Et aujourd'hui, ce qui m'a marqué, en tout cas dans les mois précédant la parution du livre, parce que je ne sais pas si c'est mon livre ou d'autres choses qui ont fait que ça a un peu fait bouger les lignes, j'ai le sentiment qu'il y a eu moins de légèreté, d'insouciance sur le fait qu'on s'endettait tous les jours, bah, tant pis, c'est la crise, etc., etc. Donc ça, c'était un peu avant le mois de janvier. Et depuis que le livre est sorti, depuis que certains ont commencé à prendre la parole en disant on va peut-être pas non plus continuer comme ça éternellement sans du tout atterrir, hein, parce que une semaine de confinement strict comme en mars-avril de l'année dernière, c'est 16 milliards de moins pour le PIB de la France. C'est environ 70 000 emplois qui sont menacés. Une semaine de confinement comme en novembre, c'est 7 milliards de coûts pour la richesse nationale, donc le PIB de la France. Et là aussi, c'est 30 000 emplois potentiellement. Attention, vous êtes passé en muet. Pardon, Voilà, excusez-moi, c'est de ma faute. Et donc le coût est gigantesque, hein, évidemment pour la richesse nationale. Et je voulais alerter aussi, ça va peut-être nous emmener après à la deuxième question, je voulais vraiment alerter sur le fait que même si on est en crise sanitaire, il ne faut pas oublier qu'il y a un impact énorme sur l'économie française. Et moi, ce qui m'a frappé pendant le premier confinement, et je l'ai beaucoup écrit à l'époque, hein, c'est pas quelque chose qui m'est venu après pour écrire le livre, etc. Déjà, je le disais chez Calvi, dans les émissions auxquelles je participais, souvent à distance d'ailleurs. Mais je disais attention, les Allemands ont beaucoup moins arrêté leur industrie, beaucoup moins leur chaîne de production. Attention, les administrations dans les autres pays sont pas du tout autant à l'arrêt que chez nous. Et vraiment, je trouvais ça particulièrement inquiétant. Et d'ailleurs, vous voyez bien, vous le savez, le PIB de la France en 2020 est impacté de plus de 8%, alors que du côté des Allemands, on est autour de 5% de moins pour l'année 2020. Alors vous allez me dire, rien n'est parfait en Allemagne, rien n'est parfait non plus en France. Enfin, c'est vrai que la période est extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Mais moi, j'appelle vraiment avec ce livre à chaque fois qu'on prend une décision au niveau sanitaire, qu'on évalue ce que ça a comme impact au niveau économique, au niveau de nos entreprises, des risques de faillite, au niveau des emplois de nos concitoyens, parce que voilà, on ne peut pas continuer à prendre éternellement des décisions aussi impactantes sans avoir en face le coût économique. Et ça, j'ai l'impression que ça a un petit peu progressé, même si je note, hein, je l'explique dans le livre, que la France est le pays qui prend les décisions de la manière la plus centralisée, la plus recroquevillé sur l'exécutif, avec un Parlement qui est très peu associé. Alors vous allez me dire, ça aussi, ça a un peu bougé. Je pense que ça bouge aussi parce qu'on a tiré beaucoup la sonnette d'alarme. Il y a un peu plus une vision un peu plus locale, un peu plus liée à la circulation du virus au niveau des départements, au niveau même de certaines métropoles, etc. Mais je crois qu'il faut beaucoup plus associer nos parlementaires et que, par exemple, à chaque fois qu'il y a une décision, il y ait en face à la fois les objectifs gouvernementaux sur la question sanitaire, mais aussi l'impact économique de chaque décision avec une étude d'impact digne de ce nom. Pour l'instant, c'est des éléments que nous n'avons pas. Et même si le Sénat a beaucoup demandé d'avoir des clauses de revoyure, de pouvoir valider les décisions gouvernementales, ça n'a pas été autorisé. Et du côté de l'Assemblée nationale, il faut quand même noter que le gouvernement voulait, à la fin de l'année dernière, avoir la possibilité de décider, quand il le souhaitait, de l'urgence sanitaire sans passer par le Parlement. Et ce sont des parlementaires alliés à la majorité qui se sont inscrits en faux pour empêcher ce projet. Donc attention à conserver aussi un équilibre dans notre démocratie. Ce livre, il ne parle pas que de la dette, il parle aussi de tout ce qui nous attend, hein, dans les prochains mois, les prochaines années, avec cette présidentielle qui arrive, et de cet équilibre qu'on doit conserver entre un exécutif, un législatif et bien sûr le judiciaire, mais bon, plus le législatif et l'exécutif qui doivent fonctionner de manière beaucoup plus équilibrée que ça n'est le cas aujourd'hui. Et c'est lié aussi vraisemblablement à une dérive un peu de la cinquième qu'on ne peut faire que constater avec un Parlement qui n'évalue pas les politiques publiques comme je le décris aussi dans le livre. Donc oui, c'est vrai, on a une inquiétude pour les prochaines années, on a des échéances de financement de la dette qui sont gigantesques
Et il faut tracer un cap. J'y reviendrai, donc je vous laisse Laurent poser la prochaine question. Oui, alors justement, à la suite, du coup, avec ce risque financier, est-ce que le gouvernement aurait-il dû moins engager de fonds, donc cet État centralisé, est-ce qu'il aurait dû moins dépenser en réponse à la crise du Covid? Donc, est-ce que vous refusez la logique du quoi qu'il en coûte qui a été mise en avant par le président de la République notamment? Je pense que la logique du quoi qu'il en coûte, elle est extrêmement dangereuse pour la France. Je l'explique. Pourquoi? Parce que finalement, on est déjà en permanence dans une logique du quoi qu'il en coûte, puisqu'on est le pays qui dépense le plus. Là, on atteint les 63% de dépenses publiques par rapport au PIB. Aucun pays autour de nous ne va atteindre ce niveau-là, malgré la crise sanitaire. Donc, il faut bien se dire qu'on est déjà une exception en permanence dans une sorte de quoi qu'il en coûte qu'on connaît sur la dépense sociale, les presque 32% de PIB de dépenses sociales, de protection sociale qui sont gigantesques. La masse d'aides sociales qu'on délivre chaque année, et on nous parle en ce moment d'augmenter les aides, etc. Enfin, c'est assez étonnant dans la mesure où on sait qu'on est déjà le pays qui délivre le plus d'aides sociales en termes de milliards, en termes de pourcentage de PIB. Et donc, on est dans une situation où finalement, on a déjà des administrations hyper dépensières, on a déjà un système hyper dépensier, et on va dire en plus, allons-y, c'est le quoi qu'il en coûte. Et ça, moi, je trouve que là-dessus, on n'a pas été assez clair. On aurait dû dire, oui, il y a un virus, et c'est toujours plus facile de le dire après, mais encore une fois, moi, je l'ai dit en permanence pendant le démarrage de la crise sanitaire. Oui, il y a un virus, oui, c'est grave, oui, c'est une pandémie, mais tous ceux qui doivent bosser sur place et qui ne peuvent pas télétravailler doivent pouvoir continuer à aller travailler sur leur site de travail. Par exemple, la Poste est un exemple très important que je cite dans mon livre. Et là aussi, c'est un exemple. Alors, je sais qu'à la Poste, ils n'étaient pas très contents que je les cite parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir aussi beaucoup réduit leur offre dans nos services publics. Mais en réalité, c'est un symbole parce que on a eu énormément d'agents qui étaient en autorisation spéciale d'absence dans l'administration centrale, mais aussi au niveau des collectivités locales. On a arrêté plus que partout dans les autres pays nos administrations. Et derrière, forcément, on a donné aussi le signal, et moi j'ai plein d'exemples que je cite, mais que j'ai aussi cités dans des papiers que j'ai publiés dans le Figaro au moment du premier confinement, où j'expliquais que la CGT, sur certains sites de production industrielle, demandait l'arrêt de la production, alors qu'il y avait des clients, alors qu'il y avait des commandes, alors qu'il y avait des masques, alors qu'il y avait du gel hydroalcoolique, alors qu'il y avait Voilà, et donc c'est ce qui ne s'est pas passé notamment en Allemagne, où ils ont continué, ils n'étaient pas d'ailleurs confinés comme nous en mars-avril, ils ont continué à aller sur leur lieu de travail quand ils devaient le faire parce que leur emploi n'était pas télétravaillable. Et c'est tout ce que je dis, c'est que le quoi qu'il en coûte avec le chômage partiel tel qu'on l'a décidé, c'est un chômage partiel de masse, mais qui a été utilisé, à mon avis, à trop grande échelle. Alors, je ne dis pas que les entreprises ont fraudé, etc. C'est moins cette idée-là, parce qu'en fait, la fraude, elle est pas si énorme que ça, avec tous les contrôles qu'il y a eu, etc. Mais plutôt qu'on a donné un message de mettre tout le monde massivement en chômage partiel, et ça coûte hyper cher à la France. Ça coûte plus de 30 milliards d'euros, mais par ailleurs, ça coûte aussi tout ce qui a été arrêté dans les administrations publiques qui n'a pas été chiffré. Et je reproche là, dans mon livre notamment à l'État et aux parlementaires aussi de ne pas faire le point sur ce que nous a coûté aussi l'équivalent du chômage partiel pour les agents publics. Ce n'est pas normal qu'on ne connaisse pas le montant, le coût. Et quand on compare avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, il faut qu'on compare public et privé confondus. Tandis que chez eux, ceux qui étaient en chômage partiel dans les administrations publiques, souvent ce sont des délégations de services publics, et donc ce sont des personnes qui sont sous contrat et qui étaient comptées dans la dépense de chômage partiel, alors que nous, les personnels ne sont pas comptés. Et par ailleurs, il faut souligner que le chômage partiel était vraiment une arme qui a été déployée par l'Allemagne après la crise de 2008, et que là, le choix qui a été fait, c'était plutôt de l'utiliser, mais de la manière la moins coûteuse possible du côté des Allemands, alors que nous, on a été beaucoup plus dispendieux en la matière. Donc, tout ça pour dire que oui, le quoi qu'il en coûte tel qu'il a été développé me semble beaucoup trop impactant pour notre économie, beaucoup trop cher et finalement aussi dangereux
pour nos entreprises, parce que moi, je pense au rebond. Et que va-t-il se passer? Les marges de manœuvre que nous, on a utilisées en chômage partiel, les Allemands vont les utiliser, on l'a montré dans plusieurs études de la Fondation, entre relance et urgence, ils vont faire 40 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises, alors que leurs entreprises payaient déjà plus de 100 milliards, entre 120 et 130 milliards d'impôts en moins par rapport à nos entreprises. Et ils vont faire aussi 20 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Donc, il faut bien se dire que voilà, la compétition, elle aura toujours lieu et qu'il faut que nous soyons compétitifs. Et les 10 milliards de baisse de taxes sur la production sur nos entreprises dans le plan de relance, il n'y a pas 20 milliards, il y a 10 milliards parce que c'est les mêmes 10 milliards en 2021 et en 2022. C'est trop faible. Hein. Les taxes sur la production, vous le savez bien, hein, c'est vraiment une spécificité française. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous savez que quand on compte à la fois taxes sur la production, l'ensemble des cotisations, l'ensemble des impôts en général qui sont les impôts des entreprises, on arrive à une centaine de milliards d'impôts supplémentaires par rapport aux entreprises en moyenne dans la zone euro. On avait sorti une très très belle étude il y a 1 an et demi de la Fondation IFRAP là-dessus pour bien montrer à quel point la charge fiscale était énorme sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Donc là, je pense qu'il y a des priorités, et la priorité, ça aurait été de consacrer le plus d'argent possible à baisser l'impôt de nos entreprises. Et c'est pour ça que je fais tout un développement dans le livre en expliquant d'abord que nos entreprises sont en danger, hein, parce qu'elles sont particulièrement endettées. Ah, vous le savez bien aussi, hein, elles sont plus endettées que les entreprises allemandes. Hein. On est autour de 140% d'équivalent du PIB, alors que les entreprises allemandes sont autour de 52%. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris beaucoup plus de PGE, alors de prêts garantis par l'État, dans les entreprises françaises que dans les entreprises allemandes. Hein, nous, on est autour de 120, 130 milliards d'euros de PGE. Alors, il y a 65% des boîtes qui ont, pour l'instant, pas utilisé leurs prêts garantis par l'État. Mais néanmoins, les Allemands ont utilisé beaucoup, beaucoup moins de prêts garantis par l'État. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins taxés, moins endettés, ils ont plus de capacité en autofinancement et que finalement, elles sont allées beaucoup moins sur les prêts en question, une quarantaine de milliards. Quand nous, on est à 120 ou 130, vous voyez bien, l'écart est considérable. Donc là aussi, il y a des questions à se poser pour les mois et les années qui viennent, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à conserver notre tissu entrepreneurial de TPE, de PME. La BPI a fait des évaluations en disant qu'il y aurait 4 à 7% des entreprises qui n'arriveraient pas à rembourser leur PGE. Beaucoup de banques locales disent que dans les conditions actuelles des prêts garantis par l'État, il y en aura beaucoup plus qui auront des problèmes. Donc c'est pour ça aussi que nous proposons à la Fondation IFRAP, et j'en parle aussi dans mon livre, de se caler sur l'idée allemande de reporter, d'avoir des possibilités de remboursement des prêts garantis par l'État plutôt sur une dizaine d'années, plutôt que sur 6 ans avec 2 ans où on ne rembourse pas, et donc en fait sur 4 ans, ce qui va faire mécaniquement des échéances qui vont être quand même très, 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 très importantes. Donc le quoi qu'il en coûte tel qu'il a été décidé me semble être utilisé trop d'argent pour arrêter le travail et pas assez pour le favoriser et pour redynamiser la compétitivité de notre pays. J'espère avoir été assez claire. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas riche, la France n'est pas riche. Je pense que c'est ce qu'ont intégré les Espagnols, c'est ce qu'ont intégré les Italiens. Je crois que le politique n'ose pas dire aux Français dans quel état on est véritablement. Il faudrait dire aux Français, en réalité, ces milliards, on nous les prête, un jour il faudra payer, et attention, chaque euro doit être dépensé pour notre avenir, et surtout pas pour arrêter le travail. Voilà. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'on emprunte des milliards pour arrêter le travail, alors qu'il faudrait, à chaque fois qu'on le peut, au contraire, continuer le travail, parce que c'est du travail que naît la création de valeur ajoutée. Et c'est aussi un message que je veux porter dans ce livre, parce que j'ai constaté pendant cette crise qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées qui étaient
soutenu et qui était de dire au contraire, on va passer à la semaine de 4 jours, on va passer aux 32 heures, on va revenir à la retraite à 60 ans. Et ça m'inquiète énormément parce que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Merci Agnès, c'est effectivement très clair et c'est une analyse que beaucoup de membres d'Ixurso, je pense, partagent. Alors, question suivante, maintenant qu'on est dans cette situation de dette qui a encore augmenté, peut-être 120% du PIB, alors comment faire pour assurer la soutenabilité de la dette française? Et est-ce que vous êtes favorable à traiter la dette liée à la crise du Covid de manière différente du reste de la dette française? Alors, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, je n'étais pas tellement pour une caisse d'amortissement comme pour la dette sociale. Et en réalité, quand on a vu l'ampleur des dégâts, les 120% de dette, le fait que si on voulait arriver à 100% de dette, hors dette Covid, à l'horizon 2027 ou 2030, on est un peu obligé de cantonner cette dette. Voilà. En fait, c'est pas, encore une fois, c'est hyper pragmatique. C'est aussi l'idée qu'il faut conserver un espoir et tracer un chemin. Et que si on explique aux Français qu'on va faire des réformes, mais qu'en même temps, en 2027-2030, on sera toujours à 110-115% de dette par rapport au PIB, c'est pas très enthousiasmant, quoi. Je crois qu'il faut à un moment se rendre compte qu'il y a 265-300 milliards de dettes qu'on peut cantonner, qu'on peut mettre à part. Alors, c'est vrai que le mettre à part, d'une certaine manière, c'est un peu reconnaître que c'est une dette un peu différente. Je crois qu'elle est quand même un peu différente, donc tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Après, c'est comment on finance, parce que vous savez bien que si, pour amortir cette dette qui est cantonnée, il faut avoir une recette affectée. Et cette recette affectée, dans le cadre de la CADES, c'est la CRDS. La CRDS qui devait arriver à extinction vers 2023-2024. Et vous savez bien que moi, je ne suis pas pour maintenir des impôts et créer des impôts. Donc, ça me pose un problème, forcément, comme tout le monde. Je ne souhaite pas d'impôts supplémentaires. Je pense qu'on a une possibilité de dégager des marges de manœuvre. Alors, je ne l'ai pas vraiment écrit comme ça dans le livre, mais je pense qu'il faut qu'on progresse sur cette idée. L'idée de négocier un rabais auprès de la Commission européenne. Pourquoi? Parce que, en fait, le financement par la France de l'UE s'est énormément aggravé ces dernières années. Et avec le Brexit, ça augmente encore plus. Et je pense qu'on pourrait arriver à négocier 3-4 milliards de moins à payer à l'UE pour essayer de financer cette dette Covid. En tout cas, ça me paraît être un chemin qu'on pourrait imaginer. Je ne dis pas qu'il est totalement enthousiasmant, mais j'ai constaté dans le cadre des négociations sur les 750 milliards d'emprunts au niveau de Bruxelles que beaucoup de pays avaient négocié des rabais ou la continuité de rabais qui existaient précédemment. Et je pense qu'on devrait essayer d'avoir aussi nous-mêmes, pour la France, il y a un rabais. Il n'y a pas de raison que la France soit un des pays qui paye le plus pour la sortie des Britanniques de l'Union. Hein. Ça, je vous renvoie aussi à toutes les études qu'on a menées là-dessus. Oui, je sais, quid s'ils font tous pareil. Je vois la question d'Hubert Lévy-Lambert. Mais si vous voulez, on paye très cher. On va arriver vers 24-25 milliards de participation dans les prochaines années à l'Union. Et là aussi, il y a aussi potentiellement des économies à faire au niveau de l'administration européenne. Et je pense qu'il faut voir les choses en face. Tout le monde va devoir faire des efforts à tous les niveaux. Voilà. Et je pense que ce serait intéressant de prôner cette demande de rabais. En tout cas, moi, je suis pour et on va continuer à proposer cette idée. Par ailleurs, même avec le plan de désendettement que j'ai essayé de rédiger dans le livre, et encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est le meilleur plan, qu'il n'y en a pas d'autres, etc. Mais j'ai essayé de me mettre dans l'idée qu'on devait trouver des économies qui nous permettent de petit à petit faire baisser la dette par rapport au PIB, sans pour autant casser la croissance, sans pour autant impacter nos entreprises, notre réseau entrepreneurial. Et j'en suis venue à la conclusion que la réforme des retraites est absolument incontournable. Voilà.
on est absolument tenu de reporter l'âge de la retraite, de départ à la retraite dans les prochaines années. Et je dirais que cette crise ne nous permet plus du tout de mettre le sujet sous le tapis. Voilà. Alors, vous savez comme moi à quel point les retraites complémentaires sont en déficit, à quel point la situation est extrêmement périlleuse sur le front des retraites. Et là, il faut aussi qu'on soit clair. Et ce que je demande au gouvernement, c'est d'avoir un scénario jusqu'en 2030 où ils disent de combien de mois on retarde le départ à la retraite de nos concitoyens et combien ça rapporte, etc., etc. Alors nous, on a chiffré que ça pouvait rapporter 16 milliards d'euros à l'horizon 2027 en décalant à peu près de 3 mois par an. On a calculé aussi qu'on pouvait économiser sur les dépenses administratives, alors de coûts de production de nos services publics, parce qu'on a 84 milliards de coûts supplémentaires de production de nos services publics tous les ans. Là, je consacre un chapitre entier dans mon livre à ce sujet, 84 milliards de plus en moyenne par rapport aux pays comparables en Europe, c'est gigantesque. Donc là, il y a des marges de manœuvre très, très importantes. Je parlais tout à l'heure des aides sociales. Vous savez, la loi 4D, je ne sais pas si vous l'avez regardée un petit peu, elle n'est pas encore arrivée en discussion, elle était juste au Conseil d'État, mais elle est saisissante, cette loi 4D. Normalement, c'est décomplexification, décentralisation, déconcentration, différenciation. Et en réalité, elle ne tranche sur rien. Le RSA devrait être géré au niveau de l'État et ça devrait être géré par Bercy en crédit d'impôt et ce serait beaucoup plus simple, il n'y aurait pas de non-recours, il n'y aurait pas de fraude et aujourd'hui il y a l'équivalent de 20 milliards de fraudes, on a sorti toute une étude 20 milliards de fraudes dont 10 milliards sur les cotisations, 10 milliards sur les prestations, il y a énormément d'économies à faire mais là la loi 4D ne tranche pas. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de faire des expérimentations de recentralisation si certains départements n'arrivaient pas à payer le RSA et demandaient de ne plus s'en occuper. On reste en permanence dans l'entre-deux. Si c'est l'État qui doit gérer le RSA, puisqu'en plus c'est une décision centrale d'avoir créé cette allocation, à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. C'est pas au territoire de s'en occuper. C'est calculé au niveau central et même on peut avoir une allocation sociale unique. Et là, on a calculé que la mise en place d'une allocation sociale unique, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros d'économie par an. Donc, c'est quand même très important. Donc, je donne tous les chiffrages d'économie dans le livre. Et je peux vous dire qu'on est loin d'une révolution en termes de mesures, parce que les mesures, on les fait commencer en 2023 et jusqu'en 2027. Et clairement, on n'est pas dans des niveaux d'économie encore gigantesques par rapport à ce qu'on pourrait faire. On atteint une 50aine de milliards d'euros à l'horizon 2027. Et là, grâce à ça, en cantonnant la dette Covid et en faisant ce plan de réforme, parce que ce n'est pas juste un plan d'économie, c'est un plan de réforme, moi j'appelle ça taxer la dépense publique. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'après la crise de 2008, entre 2010 et 2013, ce qu'on a fait, c'est qu'on a taxé. Voilà. On n'a pas du tout fait d'austérité en baisse de dépenses. En 2010, on dépensait 56% de dépenses publiques par rapport au PIB. En 2013, on est à 56,5%. Donc, on n'a pas baissé la dépense après la crise de 2008. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les impôts. On était à 41% de taux de prélèvement obligatoire en 2010. En 2013, on est à 45%. Donc, il y a une pluie d'impôts qui s'est déployée sur la France et qui a fait que derrière, on a eu beaucoup plus de mal à retrouver de la croissance. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez vécu comme moi. Donc, je crois que pour une fois, au lieu de taxer les Français, au lieu de taxer les entreprises françaises, comme on a toujours fait précédemment, il faut qu'on arrive à taxer la dépense publique. Et il y a des marges de manœuvre qui sont énormes. Donc, c'est pour ça que je suis assez optimiste et que je pense que malgré l'ampleur de la tâche, il y a un chemin sur la ligne de crête qui n'est pas de tomber dans l'impôt, qui n'est pas de tomber dans comment dire, la facilité qui est en ce moment de proposer des surtaxes à l'IR pour les plus riches, mais qui existe déjà.
La surtaxe à l'IR, elle existe déjà à partir de 250 000 euros de revenus, c'est 3%. À 500 000, c'est 4%. Si vous additionnez avec le taux max d'impôt sur le revenu, ça fait 45 plus 4 plus la CSG, on est déjà à 58%. Donc, on est dans des niveaux de taxation des revenus qui sont gigantesques. Ensuite, il y a l'idée de taxer l'épargne, mais ce n'est pas la bonne idée parce que l'épargne supplémentaire qui a été emmagasinée avec la crise, c'est simplement aussi le report de projets de beaucoup de ménages. Ils voulaient s'acheter une maison, ils l'ont pas fait. Ils voulaient s'acheter une voiture, ils l'ont pas fait. Ils avaient ça, et ils l'ont pas fait parce que la crise est arrivée. Donc, c'est une thésaurisation qui est un peu ponctuelle, qui est liée aussi au fait qu'il y a une angoisse qui est montée, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et que si le gouvernement nous donne un chemin, nous explique le scénario pour s'en sortir, d'abord, ce sera un message pour les marchés, mais pas un message que pour les marchés. Moi, je trouve que ce qui est parfois inquiétant chez nos politiques, c'est qu'ils nous parlent, mais en même temps, on a l'impression qu'ils parlent d'abord au marché. Sur la réforme des retraites, je vois bien que Bruno Le Maire a envie de dire il faut la faire. Mais en même temps, comme personne ne lui valide de calendrier, il dit oui, oui, on va la faire, mais quand la réforme de l'assurance chômage, c'est un peu une réforme pour parler aussi au marché. Aujourd'hui, je pense que c'est plus tout à fait la réforme qu'il faudrait faire. Il y aurait des réformes beaucoup plus simples, beaucoup moins complexes à faire passer. Mais on ne le fait pas parce qu'on dit on va ressortir la réforme qui était prévue avant parce que comme ça, on donne un message comme quoi on continue à réformer. Je pense qu'il faut un plan global. Voilà. On ne peut pas faire… Pardon, justement, Agnès, c'est ma Oui, question d'après. C'est vrai qu'on est à 1 an de la présidentielle, pratiquement. oui. Et donc, voilà, c'est probablement, voilà, il y aura plusieurs candidats qui vont présenter des programmes économiques, notamment. Et alors, pour vous, vous en avez déjà parlé en partie, mais quelles sont les mesures économiques essentielles que notre pays doit prendre et qui doivent figurer dans le programme présidentiel des candidats? Et je vais aussi rajouter la question que je voulais vous poser après, parce que je suis sûr que vous allez parler aussi de réduire la dépense publique, notamment quelles mesures concrètes vous préconisez pour réduire la dépense publique? Alors, les mesures absolument essentielles, je crois qu'il faut être très, très clair, c'est la baisse des impôts sur les entreprises, quels qu'ils soient. Voilà. Qu'on arrête de dire les cotisations, les impôts, les taxes, les taxes de prod. Il faut avoir une vision globale de la fiscalité qui pèse sur nos entreprises parce qu'on fait une erreur, je pense, monumentale depuis plusieurs années. C'est que quand on croit qu'on fait le CICE, le pacte de responsabilité, et que ça fait une baisse de 40 milliards des impôts sur les entreprises, ben en réalité, ça fait une baisse beaucoup plus petite parce que de l'autre côté, il y a les taxes sur la production qui augmentent. Et notamment de la TICPE aussi qui est payée par les entreprises, etc. Et des taxes foncières. Vous avez bien autour de vous des tas d'entrepreneurs qui vous disent « Oh là là, les taxes foncières augmentent énormément en ce moment, etc. etc. » Bon, alors avec la crise, c'est un peu une parenthèse, mais on voit très très bien dans les travaux qu'on a menés qu'il y a une sorte de système de vase communicant qui marche en permanence. Donc tout ce qu'on fait d'un côté est quasiment rattrapé de l'autre. Donc oui, bien sûr, le numéro 1, vous m'avez posé la question, prochaines élections présidentielles, les mesures économiques essentielles. Pour moi, ça, c'est essentiel. Ensuite, il va falloir flécher l'épargne. Flécher l'épargne sur, évidemment, l'investissement productif, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que ce que je vois dernièrement dans le débat, c'est on dit ah bah, il va falloir taxer l'épargne des Français, alors comme ça l'État pourra investir. Non, c'est pas du tout comme ça. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans des logiques comment dire, hyper incitatives pour que ceux qui ont de l'épargne, donc qui sont souvent les plus âgés, puissent financer les projets des plus jeunes. Parce qu'il y a aussi une question d'une jeunesse qui est particulièrement affectés par cette crise et on le comprend. Et ils ont tous des projets, enfin pas tous, mais beaucoup ont des projets entrepreneuriaux. Et là, il faut qu'on arrive à dire, bah oui, tous ceux qui vont aller financer les projets entrepreneuriaux de la jeunesse sont poussés à le faire avec des vraies incitations fiscales. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ISF-PME, alors qu'il y avait une mesure qui existait. On était à l'origine d'ailleurs à la Fondation IFRAP, et beaucoup d'entre vous le savent, notamment Jean-Michel, mesure ISF-PME
qui a montré qu'elle fonctionnait pour financer plein de boîtes, hein, Blablacar, Michel et Augustin, beaucoup de boîtes ont commencé comme ça, avec un peu 200 000, 300 000 euros d'ISF-PME. C'est pas parfait, certes, mais il y avait des réussites qui ont été des sociétés de croissance qui ont été financées comme ça. Et je pense qu'on peut très bien avoir un IRPME qui fonctionne. Aujourd'hui, il est plafonné à 10 000 euros, pas dans la rédaction de la mesure elle-même dans le code, mais par le plafond global des niches. Ça n'a aucun sens. Il faut faire sauter ce plafond global des niches sur l'IRPME et même à la limite ne pas avoir de plafond. Tout ce qu'on peut financer sur les TPE-PME en direct, hein, je ne parle pas de tout ce qui est trop mutualisé, qui crée des frais de dossier, etc. Mais tout ce qui peut être en direct et qui en plus favorise aussi l'investissement territorial. Vous êtes en Bretagne, vous êtes un ancien entrepreneur, vous avez vendu votre boîte, vous avez envie d'aider des jeunes à créer leur propre boîte. Il y a un côté passage de témoin, du business angel qui va aider les jeunes pousses. Et ben, c'est territorial. Donc, moins on intermédiera, plus on sera sur du projet local et français. Plus on intermédiera, plus on ira financer des PME allemandes, etc. etc. Bon. Donc là aussi, sortir un peu, penser un peu en dehors de la boîte et se dire que pourquoi pas l'IFI PME. Je vois Jean-Michel Liolin qui dit pourquoi pas l'IFI PME. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on a gardé les dons IFI, mais on a supprimé la possibilité de financer avec son IFI les PME. Alors, ça, c'est absolument incompréhensible. Et puis, les taxations des plus-values à la sortie. Pourquoi est-ce qu'on taxe les plus-values à la sortie alors que finalement, quand on a financé une boîte de croissance, les Anglais le savent très bien, eux, ils ont une incitation à l'entrée qui est accompagnée d'une incitation à la sortie. Et là, il n'y a pas de taxation. Quand vous avez une détention au bout de 3 ans, vous revendez, vous avez investi dans une start-up, vous revendez, vous avez fait une plus-value, vous n'êtes pas taxé. Donc, vous êtes incité à prendre du risque. Et puis, l'autre question, c'est les successions. Pour moi, il faut faire bouger l'épargne de génération en génération en disant les donations, les successions, on taxe beaucoup moins, on donne de la respiration là, en la matière. Et évidemment, quand la personne de 80 ans, 85 ans, 90 ans va pouvoir faire une donation sans taxation à son petit enfant, par exemple, de 150 000, 200 000 euros, et évidemment, cet argent va être utilisé à acheter un appartement, à investir dans une boîte, à avoir et puis, ça fera marcher l'économie. Donc, il faut que ça bouge au niveau de l'épargne, mais pas que ça bouge de manière, décidée par l'État, qui pourrait... moi, j'ai été marquée, hein, en mai, on a sorti toute une étude pour la croissance et l'emploi, où on avait dit zéro taxation des successions et donations pendant 2 ans. Voilà. Et on l'avait chiffré, ça faisait un coût, certes important, mais finalement, on avait quand même une véritable incitation aussi à donner, à transmettre et tout. Bon, c'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement. Le gouvernement a choisi une incitation à 100 000 euros, mais il fallait, pour pouvoir en bénéficier, diriger une boîte depuis 5 ans, n'avoir jamais distribué de bénéfices, avoir une boîte de moins de 50 salariés. Et donc, il fallait que celui qui était récipiendaire du don, de la donation, ne l'utilise que pour ce genre de boîte, ou alors faire des travaux de rénovation, mais uniquement dans sa résidence principale. Bercy a tellement bordé le truc qu'évidemment, ça coûtera absolument rien. Moi, je suis assez contente parce que je vois que Bruno Le Maire est revenu à la charge là-dessus en disant qu'il voulait réfléchir à un système pour les donations, successions, qui soit beaucoup plus incitatif. Il a raison, il faut l'encourager là-dedans. Je pense qu'on peut doubler les 100 000 euros à 200 000. Je pense qu'on peut aussi, comme certains sénateurs y réfléchissent, là, je serai demain au Sénat pour en parler, un abattement de 40% sur la taxation de toutes les donations successions. Enfin, il y a plein de possibilités pour que ça bouge de ce côté-là. Je rappelle dans le livre que les Suédois ont mis la taxation des donations successions à 0 pour tout le monde. Voilà. Pourquoi ? Pour garder les boîtes. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de TI, des entreprises de taille intermédiaire, familiales, de PME familiales, qui vont dans les 10 ans passer de main. Et que si on n'incite pas aussi à taxer à 0 la transmission des boîtes dans les familles, on a un grand risque qu'elles disparaissent de France. Parce que c'est comme ça que les Allemands ont maintenu aussi leur Mittelstand, que les Suédois gardent leurs boîtes, etc., etc. Donc après, vous m'avez demandé... pour réduire la dépense publique, je crois que j'en ai parlé déjà abondamment, je dirais les retraites. Voilà.
Et maintenant, on assume 65 ans, 67 ans, on arrête de tourner autour du pot et c'est pour tout le monde la même chose. On arrête avec la réforme systémique hyper compliquée où personne n'est d'accord, où on fait converger les modes de calcul public-privé petit à petit et on dit maintenant c'est le même âge de départ pour tout le monde, régimes spéciaux par régimes spéciaux, voilà. Ça, c'est absolument fondamental. Je pense que l'erreur qu'a faite le gouvernement, d'abord, c'était d'écouter le Conseil d'orientation des retraites, qui en 2016 a sorti un rapport qui disait qu'il n'y avait pas de problème de financement en 2016 ou 2017. Enfin, bref, vous connaissez ce rapport. Pas de problème de financement des retraites dans les prochaines années. Et ensuite, qui s'est démenti lui-même quelques mois plus tard. Maintenant, il faut être au clair. C'est vraiment super important de repousser l'âge de départ à la retraite. Et puis, oui, pour faire aussi la réforme de l'assurance chômage, la réforme des aides sociales en faisant une allocation sociale unique gérée par Bercy, imposable. Hein, imposable, c'est pas négligeable. Parce que moi, autour de moi, je vois encore des gens qui me disent « Ah ben non, je peux pas faire plus d'heures parce que sinon je perds des aides. » Ça, c'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible d'être dans un système où finalement, il y a une désincitation au travail. Il faut que notre système soit certes solidaire, certes aidant pour les plus en détresse, mais aussi, comme le système des pays du Nord, beaucoup plus incitatif à la reprise d'un emploi. Et on va en avoir besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser, au contraire, mais il faut aider, mais il faut accompagner, et peut-être mieux, certainement mieux que ne fait Pôle emploi. Alors, nous, on a proposé depuis longtemps la régionalisation, on a proposé de copier le système australien avec l'idée de faire des délégations de services publics pour qu'il y ait des associations, des fondations qui s'occupent du placement des demandeurs d'emploi, avec des spécialisations aussi sur les territoires et des spécialités pour accompagner au mieux, au plus proche, évidemment, de l'écosystème économique du terrain. Tout ça, c'est absolument essentiel. Et donc, recaler finalement notre modèle, non pas à fond sur la distribution de dépenses sociales, parce que je pense que c'est une impasse, et on l'a vu depuis plusieurs années maintenant, et plusieurs décennies, mais autour du travail. Voilà. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, mais je pense que valoriser le travail et aussi se poser la question du niveau, et ça j'en parle beaucoup dans le livre, du niveau de cotisation qu'on a sur les hauts salaires. On a un modèle social de luxe. Croire qu'on va le financer avec des emplois payés au SMIC, avec des allègements de charges au niveau du SMIC, et après avec des augmentations exponentielles des charges quand on dépasse 2,5 ou 3 SMIC, c'est, à mon avis, complètement caduque comme réflexion. Voilà. Je sais qu'au niveau des penseurs sur le sujet, des économistes, il y a beaucoup de débats et que beaucoup d'entre eux disent qu'il faut toujours faire des allègements qu'au niveau du SMIC parce que ça a un impact beaucoup plus rapide sur la création d'emplois. Le problème, c'est qu'on crée des petits boulots à peu de valeur ajoutée et on a ce qu'on a eu dans la pharma avec des taxes sectorielles, des niveaux de cotisation élevés parce qu'il y a des salaires élevés. Et derrière, eh ben forcément, une chute du nombre d'entreprises, une chute du nombre d'emplois et moins de prod en France. Si on veut produire en France de l'excellence, du haut niveau, si on veut de la valeur ajoutée et on veut de la croissance, il faut aussi se dire qu'il faut plafonner les niveaux de cotisation. Et ça, c'est aussi un sujet qui ne va pas forcément de soi dans notre pays, mais je pense qu'on serait tous gagnants à avoir finalement les métiers à forte valeur ajoutée chez nous, plutôt qu'ils partent parce que le niveau de taxation, comme certaines entreprises me disent, non, là, les très très hauts salaires, ah non, on a été obligé de les envoyer dans un autre pays parce que ça devenait vraiment trop cher en termes de cotisation. Donc là, il y a vraiment un sujet. Je vous rappelle que dans la plupart des pays européens, les cotisations, elles sont en pourcentage identiques, quel que soit le niveau de salaire. Voilà. Il n'y a que nous qui avons inventé cette progressivité du niveau de charge en fonction des salaires. Et je dois dire que dans la réforme de l'assurance chômage, ce qui me choque, c'est qu'il y a une dégressivité sur les salaires des cadres alors qu'il n'y a pas de baisse des cotisations en face. Ça c'est pas logique. Si on plafonne à un moment l'assurance chômage, ça peut être une décision qui est prise. Il faut plafonner en face les niveaux de cotisation. Sinon, ce n'est pas cohérent. Donc, bien réfléchir à comment on réduit la dépense
tout en valorisant le travail. Je crois que ça va être ça l'enjeu énorme des prochaines années. Et les années les plus difficiles, ce sera potentiellement 2023-2024, parce qu'on va avoir des niveaux de remboursement de la dette et pour faire rouler la dette qui vont être très, très importants, de l'ordre de 180 milliards d'anciennes dettes qui vont arriver à échéance. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et je crois qu'il ne faut pas du tout attendre la prochaine la présidentielle de 2022 pour s'en occuper. C'est dès maintenant, avec la loi de programmation des finances publiques, qu'il faut avoir une vision tout à fait globale. Merci Agnès. Ouais, vous avez répondu à beaucoup de questions de manière très complète. Alors, j'ai envie de laisser un peu de temps pour le chat. Donc, je voulais vous poser encore une question sur des exemples étrangers, mais on peut la garder. Vous avez déjà parlé d'exemples australiens. Alors, il y a énormément, peut-être 50 messages dans le chat. Donc, je vais en sélectionner quelques-uns. Excusez-moi si j'en rate. Donc, j'avais, ou si je ne peux pas tous les mentionner. Donc, j'avais noté une question notamment intéressante qui était, est-ce que c'est vraiment un problème, la dette est-elle vraiment un problème si le PIB croît plus vite que la dette? Donc, en gros, que le ratio dette sur PIB, il diminue parce que le PIB croîtrait plus vite que la dette. Donc, est-ce que ça, c'est un problème? Deuxième question que j'ai notée, aussi, alors beaucoup de messages sympas sur votre livre aussi, donc ça, je vous laisserai regarder. C'est hyper sympa, oui, je n'ai pas tout vu. Mais... donc, deuxième message, deuxième question plutôt, est-ce qu'on arrivera à flécher l'épargne vers les dispositifs de renforcement des fonds propres? Donc, c'est Bertrand Lépinois qui cite donc, le communiqué de Bercy du 4 mars vers les entreprises. Donc, est-ce qu'on arrive à flécher l'épargne vers ces dispositifs de renforcement de fonds propres? Et troisième question du chat que je sélectionne pour le premier batch de questions, avec la perte de son industrie et la dette qui augmente à toute vitesse, la France est-elle un pays en voie de sous-développement? Trois premières questions. Si vous pouvez, Agnès, répondre assez vite, parce qu'il y en a tellement que... Alors, Laurent, je vais essayer d'être hyper rapide. Est-ce que c'est vraiment un problème si, en même temps que la dette croît, le PIB croît plus vite? Alors, le problème, si vous voulez, c'est que notre croissance potentielle est extrêmement faible. Et que plus la dette est importante, plus on constate que la croissance potentielle de la France est faible. Donc, pour l'analyse que nous faisons, c'est qu'il faut qu'on arrive à redynamiser notre croissance potentielle et à freiner l'augmentation de la dette. Parce que sinon, on va avoir, malheureusement, hein, regardez par exemple, 2021, c'est un exemple super intéressant. Le gouvernement nous dit on va avoir 8% de croissance. Et puis après, ils nous disent non, ce ne sera pas 8, le rebond va être moins important parce que le virus est toujours là, ça va être 6. Donc on vote à l'Assemblée nationale 6% de croissance dans le PLF pour 2021. Et puis finalement, la Banque de France nous dit que ce sera peut-être 5. Bon. Nous, on a calculé que si on est à 5% de croissance en 2021, on n'est pas à 120% de dette par rapport au PIB, on est à 124. D'accord ? Donc, il faut vraiment vous dire qu'on est dans une sorte d'effet boule de neige de la dette et que si on voulait vraiment freiner la dette en part de PIB là, en cette année 2021, il faudrait qu'on ait plutôt 8% de croissance, voire 10%. Et là, on verrait un freinage. Là, on ne verra pas le freinage. Parce qu'on n'aura pas les 6% de croissance. Déjà, Bruno Le Maire dit 6% de croissance, ça va être dur d'y arriver, etc. La Banque de France nous dit ça va être 5%. Tout le monde est plutôt aligné aujourd'hui sur 5 et ça ne vous étonne pas parce que vous voyez bien les boîtes qui ne peuvent pas reprendre dans beaucoup de secteurs, dans l'événementiel, dans la culture, dans tout ce qui est remontée mécanique, etc., dans les stations de sport d'hiver, les restaurateurs, les grands magasins de plus de 20 000 mètres carrés et maintenant de 10 000 dans certains secteurs et tout. Vous voyez bien qu'on ne va pas faire une croissance de malade en 2021, c'est clair. Et que les années qui suivent, les prévisions ne sont pas non plus gigantesques. Donc, le PIB 2019, tel qu'on le connaissait en 2019, on le retrouvera vraisemblablement qu'à la fin 2022, voire en 2023. En milliards. Hein. Donc, voilà le schéma. Donc, effectivement, il faut trouver des moyens pour booster la croissance potentielle. Je pense que c'est possible, mais ça demande de voir complètement différemment les choses par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Je trouve que c'est enthousiasmant parce qu'au moins, on peut dire il y a l'occasion de penser
d'une manière différente. Mais vous voyez bien qu'il y a énormément aussi de charlatans qui vont vous dire la dette, c'est pas grave, il n'y a qu'à l'annuler, il n'y a qu'à pas rembourser. Je peux vous dire que ce serait absolument catastrophique pour la croissance de la France si on disait demain, on ne rembourse pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si on dit on ne rembourse pas? Celui qui arrive au pouvoir, il a 150 milliards de déficit à financer ou 100 milliards de déficit public à financer. Allez, avec un peu de chance, pas 150, 100. Mais il fait comment pour les financer? Parce qu'il ne veut pas rembourser ses créanciers. Alors, il faut qu'il trouve un plan d'économie de 100 milliards dans l'année. Bon courage, les gars. Donc, il y a vraiment, autour de ce déni, autour de la dette, l'incompréhension du fait qu'il n'y a pas que la dette d'hier qu'il faut financer. Il y a aussi la dette permanente qu'on accumule d'année en année avec le déficit public. J'espère avoir été claire. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas vu qu'on allait avoir un PIB qui allait augmenter de manière incroyable, contrairement à ce qu'on nous avait dit qu'il y aurait un rebond extraordinaire en 2021. Ensuite, comment flécher l'épargne sur les fonds propres des entreprises? Alors, ça, c'est un bon sujet. Moi, je crois beaucoup à l'incitation et je crois beaucoup à l'idée qu'on avait déjà évoquée avec X-Sursaut, c'est que tout est fiscal. Voilà. Et que les Français, ils sont amoureux des monuments historiques parce qu'il y a des incitations pour les monuments historiques. Que beaucoup de Français n'investiraient pas dans les DOM ou dans le Pinel s'il n'y avait pas des incitations fiscales pour le faire. Alors, certes, les niches fiscales n'ont pas toujours bonne presse. Mais je pense que sans les niches fiscales, on serait déjà étouffé sous le poids de l'impôt. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos 46% de taux de prélèvement obligatoire, ils sont là après niche fiscale. Donc, moi, je suis pour un fléchage massif par des niches de, justement, cette épargne vers les fonds propres. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'IR-PME, c'est l'IFI-PME, c'est tout ce qu'on peut mettre, c'est pas de fiscalité des successions quand vous transmettez votre entreprise dans votre famille, etc., même si c'est quelqu'un d'éloigné, enfin bon, bref, tout ça doit être, même s'il y a le Dutreil, heureusement, il y a du Dutreil, moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on est toujours taxé autour de 12 à 15% de la valeur de la boîte dans des successions d'entreprises françaises, alors que c'est zéro en Allemagne si vous vous engagez à maintenir un niveau d'activité et notamment de dépenses de masse salariale. Donc, oui au fléchage vers les fonds propres, non à ce que ce soit de la BPI qui le fasse ou de la Caisse des dépôts avec finalement l'argent des Français. Il faut de la co-construction en la matière et il faut que ce soit pris aussi, une partie du risque soit pris par l'investisseur privé. Voilà. Parce que sinon, j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, Laurent, on a 4 000 milliards de dettes hors bilan qui ne cessent de gonfler. Il n'y a même pas justement les financements en fonds propres de la BPI qui sont comptés dedans. Ils ne sont pas comptés dans les 4 000 milliards. C'est exponentiel. Il ne faut pas qu'un jour, à force d'avoir dit que tout doit passer par le financement par l'État, par des satellites de l'État, on se retrouve avec des bas de banque partout qui vont nous retourner en boomerang avec de la dette supplémentaire. Il faut que le risque il soit partagé entre public et privé et que le privé finalement servent à la fois d'amortisseur sur les coûts de dossier, que le privé prenne à sa charge les coûts de dossier et que le public, il vienne qu'abonder, soutenir, mais ce n'est pas son boulot d'investir lui-même tous azimuts en fonds propres. Donc, il faut trouver des incitations malines en la matière et je suis sûre qu'on a plein de super technos qui sont capables de concevoir les dispositifs en question. Ça ne manque pas chez nous. Et puis, alors, la troisième question, vous m'avez dit, ah oui. De sous-développement. C'est une bonne question parce qu'en fait, l'industrie italienne, par exemple, elle est plus forte que la nôtre. Il faut faire attention à ne pas toujours croire qu'on est supérieur aux autres. Voilà. On est un peu coq en France, on le sait, ça fait partie de nos charmes et aussi de nos défauts. Je crois qu'on ne se rend pas compte du fait que les Italiens ont fait beaucoup d'efforts, c'est pas parfait, leur dette ça va être 160% du PIB et tout, mais ils ont quand même plus d'exports que nous, plus d'industrie. Notre industrie, on l'a complètement laissée à l'abandon ces dernières années et on voit bien que ça impacte beaucoup la richesse nationale. Donc si on veut
se réveiller, et j'espère que c'est le cas. Il faut qu'on fasse tout pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est créativité, tout ce qui est réflexion, innovation, création de nouvelles boîtes dans des nouveaux secteurs, etc., ça puisse se faire en France. Et pas juste avec le crédit impôt recherche, etc. Non, ça relève presque de l'anecdotique par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour inciter véritablement à une reconstruction industrielle. Je pense que ça passe aussi par une responsabilisation des territoires, de nos collectivités locales, qui sont trop focus sur les taxes de prod et qui ne sont pas du tout focus sur est-ce que les boîtes qui sont dans mon territoire peuvent faire du bénéfice. Moi, je crois qu'il faut que tout le monde se rende compte que dans un territoire donné, l'intérêt de tout le monde, c'est des boîtes rentables. Parce que ça crée de l'emploi pérenne et que ça crée aussi de la recette fiscale. Et avoir des recettes fiscales qui sont calculées non pas sur le résultat, mais en fait sur l'activité de la boîte au fil du temps et pas sur son résultat, ça pose problème. Ça pose problème parce que finalement, ça déconnecte complètement. Et là, il faut reconnecter fiscalité et décision locale. Malheureusement, on en est encore loin et j'espère que la campagne des régionales va donner lieu à de vrais échanges et de vraies propositions en la matière. J'espère avoir pas été trop longue et est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? Oui, alors, vous avez encore quelques minutes pour quelques questions? Oui, on peut faire durer jusqu'à 15 ou 20, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, je vais quand même essayer de les regrouper. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Pourquoi ne pas faire un emprunt national pour utiliser l'épargne des Français volontaires? Et c'était lié aussi à une autre question que j'ai vue sur des idées de ressources supplémentaires. Donc, il y avait un des autres participants qui a avancé l'idée de faire une taxe de l'UE aux frontières ou une taxe sur les transactions financières. Donc, voilà, des moyens de financer la dette. Autre question, je pense, qui est chère au cœur de l'IFRAP, c'est des indicateurs. Comment trouver des bons indicateurs pour notamment réduire les dépenses publiques? Je sais que vous êtes très actif pour l'open data public. Et donc, voilà, donc, je sais que c'est une question qui est importante aussi pour vous. Alors ensuite, il y a une question aussi intéressante de Bertrand Lépinois. Comment, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent que le plan relance est trop réduit. Donc, comment, en même temps, favoriser la relance, mais en même temps, avec cette idée d'endettement public non soutenable. Donc, voilà, comment conjuguer une relance forte et un endettement soutenable. Voilà les trois questions suivantes. Alors, sur l'emprunt national, les Français financent déjà pas mal la dette française. Pourquoi ils ne la financent pas plus? Ça, c'est vachement intéressant. Nous, on s'est penché sur la question de la maturité de la dette. La maturité de la dette sur les OAT, c'est à peu près 11 ans. Vous allez me dire, c'est à peu près normal parce qu'on emprunte beaucoup à 10 ans, mais ça a pas mal augmenté, et notamment parce que aussi, on avait fait une note il y a quelques années pour pointer le fait qu'on avait une maturité de la dette qui était plutôt plus faible que dans les pays environnants, et on va en reparler bientôt. Donc, il y a eu dernièrement une audition au Sénat sur la question de la dette qui était particulièrement intéressante avec le directeur de l'agence France Trésor qui intervenait pour dire à quel point c'était important d'augmenter la maturité de la dette, emprunter sur 30 ans, sur 50 ans, sur 80 ans potentiellement. Donc là, vous avez vu il n'y a pas longtemps, l'agence France Trésor a placé la dette française à peu près 7 milliards à 50 ans. C'était la deuxième fois. Il y avait déjà un emprunt qui avait été fait en 2016. Mais ils ne peuvent pas augmenter énormément les recours à ces emprunts à 50 ans. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de fonds de pension. Et parce que les assureurs, ils ont besoin d'un retour sur investissement potentiellement à 10 ans, à 30 ans ou à 20 ans. Mais à 50 ans ou à 80 ans, ils n'ont pas la vision que peut avoir un fonds de pension étranger. Donc, l'emprunt national, c'est pas idiot, c'est une idée généreuse qui pourrait lever quelques milliards, mais ça ne changera rien au fait qu'il y a un problème de profondeur de marché. Le problème qu'on a, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est comme un jeu de Tetris. Tous les ans, on doit aligner des petits bâtons qui correspondent, année après année, au niveau de tombée de dette qui vont arriver.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une année, c'est 130, une année, c'est 150, 170. C'est les refinancements de la dette qui ont été empruntés dans les années précédentes. Si on se met dans la logique de dire que, en fait, c'est une sorte de forêt, qu'il faut essayer de ne pas avoir des pics énormes sur certaines années qui correspondent justement à des niveaux de crise comme ce qu'on est en train de traverser, ça est légitime d'emprunter sur des durées beaucoup plus longues, mais pour emprunter sur des durées beaucoup plus longues auprès de résidents français, ça suppose de se poser la question des retraites par capitalisation. Voilà. C'est hyper important d'avoir ça en tête. J'ai écrit un papier là dans la presse cette semaine là-dessus. On va revenir à la charge sur ce sujet. Il faut bien avoir conscience de ça. On va être obligé d'augmenter la maturité de la dette. Et si on veut le faire avec des prêteurs qui sont des prêteurs résidents, c'est comme ça que le Japon traite le problème de sa dette. Ils sont à plus de 200% de dette par rapport au PIB, mais ils ont 90% de la dette qui est détenue par des résidents. Eh bien, c'est grâce au fait qu'ils ont réussi à conserver en fait des épargnants qui financent leurs propres dettes et à ne pas aller chercher à l'extérieur les besoins de financement. Moi, ce que je souligne dans le livre, c'est qu'on a énormément emprunté ces dernières années à la Banque centrale de Chine et je ne sais pas pour combien. Alors, on m'a dit que si, ça se trouve sur Internet, etc., mais c'est complètement faux. Il n'y a pas d'éléments chiffrés combien de milliards détient la Banque centrale chinoise, mais aussi toutes les banques centrales étrangères. On n'a pas de données là-dessus. Et ce n'est pas normal. Même si certains économistes disent que 50% de la dette française est détenue par uniquement des banques centrales, alors la Banque centrale européenne, mais aussi d'autres banques centrales, nous avons normalement, pour des raisons de souveraineté, le droit d'avoir une information sur quelles sont les puissances étrangères qui détiennent de la dette française. Je pense que c'est absolument essentiel pour les prochaines années. Et je pense qu'il est essentiel de réfléchir non pas simplement à un emprunt national one-shot qui ne permettrait pas de financer la profondeur des besoins de financement de la France, mais à une réforme de fond de notre système de pension qui permettrait de générer les 2000 milliards de capitalisation en retraite que nous devrions avoir si on était au niveau des pays comparables en Europe, comparables à la France. On a 200 milliards de capitalisation aujourd'hui, c'est beaucoup trop faible. Voilà. Si on avait cette capi, d'abord on financerait mieux les entreprises françaises, hein, ça c'est important aussi, et on financerait mieux la dette par des résidents, et donc on conserverait mieux notre souveraineté de manière globale. J'espère avoir répondu au sujet. Sur les indicateurs, je vais vous dire, moi j'ai été particulièrement frappée, c'est pas vraiment dans mon livre parce que c'est postérieur, mais par le fait que le gouvernement annonce avoir créé son propre système d'évaluation où il s'auto-évalue au niveau exécutif. Ça, moi, je ne comprends pas. Je comprends que Madame de Montchalin fait la présentation de cela, mais pour moi, il y a un problème avec la Constitution. C'est-à-dire que l'article 24 de la Constitution, c'est le Parlement qui évalue les politiques publiques, c'est le Parlement qui évalue l'action de l'exécutif. Donc, il faut absolument conserver un équilibre dans ces pouvoirs. C'est important parce que sinon, ça se gère dans la rue, avec les gilets jaunes, avec on ne sait pas ce qui va arriver demain. Le Parlement, c'est lui qui doit avoir ce pouvoir. Et ça fait des années que je me suis engagée avec le fondateur de l'IFRAP, que vous connaissez bien, Bernard Zimmern, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, et on en est tous extrêmement malheureux. Il avait cette vision incroyable, Bernard, de voir à quel point notre Parlement était faible par rapport au Parlement des autres grandes démocraties. Pourquoi n'avons-nous pas auprès du Parlement un organe d'évaluation et de contrôle avec des statisticiens, avec des économistes, avec des capacités économétriques, avec des modèles? Aujourd'hui, quand un parlementaire doit faire une évaluation, il est obligé de demander à Bercy l'évaluation économétrique en passant par le modèle Mésange, etc. Il n'y a aucune capacité de chiffrage au niveau du Parlement, même si ça s'est un petit peu amélioré, on va dire, parce qu'ils font parfois des commandes à la Cour des comptes, etc., ou à parfois quelques organismes extérieurs, mais c'est extrêmement rare. Hein. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, un travail énorme à faire sur ces indicateurs, mais qui doivent être confiés à la représentation nationale et non pas comme dans la LOLF à l'administration elle-même qui s'auto-évalue, quoi.
Hein. C'est pas possible, ça. Et puis, c'est pas sain pour la démocratie. Parce que, résultat, l'impression, c'est qu'il y a des boîtes noires partout, que les parlementaires n'ont pas le droit d'y rentrer. Et regardez ce qu'ont fait les parlementaires sur la fraude sociale, c'est absolument incroyable. Nous, on avait écrit sur ce sujet depuis des années. Tout d'un coup, il y a une députée, une sénatrice qui se sont chargées du sujet parce que, voilà, elles ont demandé à l'INSEE des informations, elles ont demandé au CAF, elles ont demandé à la CNAF. Et partout, elles ont trouvé des difficultés énormes à accéder aux données. C'est pas normal. La représentation nationale doit avoir accès partout, en contrôle sur pièce et sur place, et évidemment pouvoir travailler en toute intelligence avec les administrations qui doivent respecter cette représentation nationale qui est fondamentale pour notre démocratie. Si l'impression du Pékin moyen, c'est de dire le Parlement n'a aucun pouvoir dans ce pays, c'est un vrai problème. Et le privé, parfois, peut aider le public à mieux s'évaluer. Il y a pas de... Et je pense que le privé a énormément de rôle à jouer aussi dans une meilleure gestion des services publics. Personne ne s'offusque qu'en Suède, en Allemagne, qu'il y ait des délégations de services publics partout pour la gestion des hôpitaux, pour la gestion de plein de services publics. Il n'y a aucune raison qu'en France, on conserve des statutaires pour faire le nettoyage, la cantine, etc. etc. Je pense que là aussi, il y a une évolution qu'il faut absolument qu'on ait en tête pour les prochaines années. Le statut de la fonction publique tel que nous l'avons n'est pas viable et il n'est pas souhaitable de conserver l'organisation administrative telle que celle-là, en tout cas si on veut avoir une organisation publique qui est beaucoup plus, disons, moins onéreuse en termes de coûts administratifs, on va dire ça comme ça. Les 100 milliards de M. Lépinois là, de plan de relance, 100 milliards, bon. Les 100 milliards, moi, je pense qu'en partie, ils n'existent pas. Alors, ça va me dire, mais si, c'est voté, etc. Oui, mais en fait, il n'y a que 40 milliards en budgétaire. Et les 40 milliards en budgétaire, comme par hasard, c'est les 40 milliards des 750 milliards qu'on récupère de l'emprunt européen. Donc là, moi, d'abord, je pose la question, pourquoi ces 40 milliards, on ne les utilise pas uniquement à baisser les impôts sur les boîtes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'il fallait autant de complexité pour le traçage des 70 autres ou 60 autres milliards qui, en fait, ne passent pas par le budgétaire. Là aussi, on fait un peu du hors-bilan. Là aussi, on crée de la complexité. Moi, ça me rappelle les programmes d'investissement d'avenir. Et le problème, c'est qu'on a mis énormément de temps à voir les milliards arriver. Et souvent, à la fin, il y a toute une partie qui n'a jamais été finalement décaissée. Donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir des systèmes beaucoup plus rapides et que plus vous êtes sur des baisses d'impôts, plus c'est immédiat. Et plus vous êtes sur des usines à gaz compliquées, plus c'est décaissé sur la durée, mais moins c'est efficace. Voilà. Donc, moi, je n'appelle pas forcément de mes voeux à ce qu'on augmente les milliards du plan de relance, mais j'appelle plutôt de mes voeux à ce qu'il y ait beaucoup moins de complexité. Par exemple, tout ce qui est rénovation, avec la prime rénov, etc. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà rempli un document pour avoir ma prime rénov. C'est un casse-tête absolu. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont déjà passés par là. Mais voilà. Donc, il faut bien se dire que plus on crée des usines à gaz, moins les milliards seront véritablement au bout du chemin et moins il y aura un effet réel sur l'économie. Ce qu'on a évalué économétriquement, nous, à la Fondation IFRAP, c'est ce qui a le plus d'impact sur l'emploi à moyen long terme, c'est la baisse des taxes de production. Voilà. Tout le reste, ça a un petit impact, mais qui n'est pas pérenne et qui n'est pas formidable sur l'économie française. Donc, si les programmes d'investissement d'avenir avaient créé des étincelles, on le saurait depuis le temps, et ça n'a pas été malheureusement le cas. Donc, je crois qu'il faut peut-être, non pas comme l'a dit François Bayrou, rajouter 200 milliards, parce que ça fait 200 milliards ensuite potentiellement de dettes supplémentaires, mais peut-être réfléchir à une meilleure allocation de ces milliards. Je raconte une anecdote dans le livre, hein, c'est un ministre qu'on appelle en disant, dans le cadre du plan de relance, il y a 2 milliards pour ton ministère,
tu as 2 heures pour nous dire comment tu les dépenses. Je pense qu'il faut arrêter de réfléchir comme ça. Voilà. On prend encore 3 questions, Laurent? Oui, alors, ce que je vais faire, je vais en sélectionner 2 et je laisserai Hubert poser la toute dernière. Donc, et encore, je m'excuse auprès des participants parce qu'il y a des excellentes questions. Et, alors, une qui je trouve particulièrement intéressante, c'est vous avez dit qu'il faut ne pas hésiter à aller à la retraite à 65 ou 67 ans, mais est-ce que la révolution culturelle n'est pas encore plus au niveau des employeurs? Parce que les entreprises, elles ont du mal à faire travailler les gens jusqu'à l'âge légal ou l'âge actuellement légal, ou encore plus tard peut-être, ça sera encore plus difficile. Et deuxième question que j'ai sélectionnée, c'est donc vous proposez des mesures de fléchage de l'épargne vers de l'investissement. À quelle échéance, en gros, il y a un retour sur investissement et ces mesures voilà, compensent les réductions d'impôts ou les incitations à les mener. Et Hubert, je te laisse poser ta question. Merci. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et donc, je voudrais féliciter Laurent d'avoir invité Agnès, féliciter notre regretté camarade Bernard Zimmermann d'avoir choisi Agnès pour lui succéder, souhaiter à Agnès beaucoup de plaisir pour mettre en œuvre les réformes parce que à l'approche de 2022, on nous dit que pour éviter de voir Marine Le Pen, une femme quand même, être élue l'année prochaine, Macron va avoir tendance à faire plutôt de la démagogie, essayer d'aller plutôt vers son aile gauche. Et donc, beaucoup de mesures que tu proposes, Agnès, risquent de faire nommer Macron comme le président des riches. Je prendrai deux exemples récents qui, je pense, ne vont pas tout à fait dans le bon sens. D'abord, le congé de paternité. Personne n'est contre, naturellement. Enfin, c'est une mesure stupide dans un pays où les congés sont déjà excessivement nombreux. Et puis, une mesure encore plus récente que notre camarade Borne vient d'annoncer pour fin juin, c'est la taxation des contrats courts. Encore une mesure que personne ne peut contester, qui peut critiquer que les entreprises soient amenées à prendre des contrats longs plutôt que des contrats courts. Mais si on se souvient de la contribution de Lalande, qui disait que les entreprises qui licenciaient des gens de plus de 50 ans avaient une pénalité, avec les conséquences catastrophiques que ça a eu, peut penser que également cette taxation des contrats courts aura comme effet de réduire les contrats courts et non pas de prolonger les contrats longs. En tout cas, bravo Agnès, continue. Merci Hubert, c'est adorable. Alors, je vais commencer par la première question. Est-ce que c'est pas aux entreprises d'abord de faire leur révolution par rapport à l'emploi de ceux qu'on peut appeler les seniors? Mais pour moi, à 65 ans aujourd'hui, on n'est pas vieux. Voilà, enfin, on est encore super jeune. Et je crois qu'il faut qu'on fasse tous notre révolution. Mais c'est vrai que les entreprises ont du mal. Et à mon avis, c'est lié à un phénomène typiquement français qui est calqué sur nos administrations. Je m'explique. En France, on n'a pas la logique de dire, par exemple, à 50 ans, 55 ans, on est peut-être au top de sa carrière. Et puis après, peut-être que dans la boîte, on peut évoluer et avoir un poste qui serait moins bien payé, mais qui serait quand même très intéressant. Donc là, il y a une question aussi à comment on fait pour que les niveaux de salaire ne soient pas toujours exponentiels. Voilà. Parfois, c'est vrai, vers 65, 67 ans, on va être peut-être moins productif, moins dans le vent, etc. Des jeunes vont prendre la place. Mais il y a encore des missions dans l'entreprise qui vont être, même si Hubert est toujours au top à 85 ans, mais c'est un vrai sujet. On avait regardé la courbe des salaires dans différents pays et notre pays est un des rares à avoir cette caractéristique du niveau de salaire qui est toujours exponentiel. Et je pense que c'est pour ça que les boîtes ne gardent pas les seniors, alors que tout le monde a intérêt à garder les seniors dans la boîte pour transmettre aussi le savoir-faire. C'est aussi la question de comment on fait
pour faire baisser un peu le coût du senior avant le départ à la retraite. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir des tabous autour de ce sujet. Et je crois que c'est très calqué, cet élément, sur la vision très à l'ancienneté de la fonction publique que vous connaissez. Et je pense que là-dessus, il faut progresser. Et je pense que ça permettrait à beaucoup de seniors de conserver des places et des rôles dans l'entreprise sans être considérés comme vieux. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'ils sont considérés comme vieux, c'est qu'ils sont considérés surtout comme chers. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, la question, comment on évalue le retour sur investissement avec de l'incitation à investir l'épargne dans l'économie productive, dans les fonds propres des boîtes, etc. Alors, nous, avec Bernard, il y a des années, on avait fait des évaluations de retour en TVA, de retour en cotisation sociale, et on montrait que très, très rapidement, dès la 2e, 3e année, on avait autant de retours en recettes, en cotisation et en TVA que ce qu'il y avait, que le coût pour le trésor, et que finalement, le coût pour le trésor, il est très, très vite annulé. Et bien, on nous avait répondu à Bercy qu'on ne voulait pas réfléchir comme ça. C'était une vision en budget dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde le coût pour le trésor d'un côté, mais aussi les rentrées fiscales et sociales de l'autre. Et on nous avait répondu que de toute façon, chaque fois qu'on créait un business, en fait, il y en avait un autre qui disparaissait à côté. Et je pense que c'était une vision très à la gâteau des 35 heures. Vous voyez, le partage du travail plutôt que la création de plus de travail pour tout le monde. Et donc là, il faut vraiment peut-être, là aussi, doter nos parlementaires d'outils d'évaluation en la matière qui permettent de contrer Bercy quand la seule remarque dans l'hémicycle, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, c'est dire « Ah ben non, ça coûte 1 milliard d'euros ou 2 milliards ou 3 milliards », c'est dire « Ah oui, mais à combien ça va rapporter demain ou après-demain ?» Et ça, malheureusement, on n'a pas cette vision assez, alors même si ça a évolué un peu quand même ces dernières années, du budget dynamique. Et je peux vous dire que toutes les mesures qui permettent de financer en capital les boîtes, eh ben, très très rapidement, elles sont intégralement financées et même plus grâce au développement des entreprises en question. Parce que dès que l'entreprise embauche, dès que évidemment elle se retrouve à payer de la TVA, eh bien, on se retrouve dans la situation où ça rapporte plus que ça ne coûte au Trésor. Mais ça, encore faut-il que Bercy accepte, vous savez, le fameux article 40, la levée du gage. Qu'est-ce qu'on dit en face? Je lève le gage si en face je crée des taxes sur les impôts, des impôts, des taxes sur tabac et alcool. C'est bien la preuve qu'on n'a pas une vision dynamique de la recette fiscale en face d'un coût dans la dépense fiscale. Alors, ce que dit Hubert, bon, ça c'est sûr que 2022 va être compliqué, mais malgré tout, je pense qu'il faut, disons, dire ce qu'on a à dire. Voilà. D'abord, parce qu'on n'est pas nombreux à le faire, que si on ne dit pas tout ce que nous avons à dire, c'est-à-dire que la dette, il faut la rembourser un jour, qu'il n'y a pas d'annulation possible, qu'on est déjà au maximum des taxations des successions, qu'on ne peut pas faire des raids sur l'épargne, que ce serait catastrophique, qu'on ne peut pas envisager d'augmenter la fiscalité ni du capital, ni sur le revenu, et que tout ça... Tout ce que nous disons dans nos travaux, dans nos études, que nous démontrons par des comparaisons internationales. Il n'y a rien qui ne soit chiffré, documenté, factuel, et c'est ça aussi qui fait la force des travaux de la Fondation. Eh bien, je ne sais pas d'abord qui le ferait, parce qu'on n'est pas très nombreux. Et puis par ailleurs, oui, il y a des erreurs qui sont faites, mais vous savez, on croit toujours que le match, on le connaît un an à l'avance, mais on ne le connaît pas un an à l'avance. Personne n'est capable de dire qui va être au second tour aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, les lignes, elles ne sont pas du tout encore arrêtées. Il peut se passer énormément de choses. Et notre devoir, c'est de sortir des vérités, sortir des faits, expliquer. Et c'est vrai que parfois, on peut être déçu des annonces de taxation des contrats courts parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faut faire. Évidemment qu'il ne faut pas désinciter à embaucher même de manière courte, parce qu'aujourd'hui, déjà, une entreprise qui embauche en CDD, c'est déjà un miracle. Évidemment que toutes ces mesures
récentes, l'écocide par exemple, ça n'a pas de sens si on veut se dire que demain il faut le délit d'écocide alors que c'est déjà très difficile de construire une usine en France, aller nous mettre ça dans les pattes alors que c'est encore plus de contraintes par rapport aux pays qui nous entourent, ça n'a pas de sens. Donc tout le temps dire les choses sans pour autant être irrévérencieux ou systématiquement contre, mais toujours constructif. Je crois que c'est le rôle qu'on a à jouer. Je pense, Hubert, qu'on a énormément empêché de bêtises ces dernières années, grâce à Bernard, grâce à plein de gens qui se sont engagés auprès de nous, grâce à vous aussi, d'une certaine manière, à tous ceux qui ont écrit chez X Sursaut. C'est jamais perdu. Voilà. Et la conviction que j'ai, c'est que ce livre, ces études, elles sont lues au plus haut niveau. Peut-être qu'on ne nous reconnaît pas toujours en disant c'est formidable parce que bon, il y a une réticence, parce que on a un côté très direct, etc. Mais c'est aussi, je pense, ce qui fait notre force et nos qualités. Et donc, on va continuer. Et je peux vous dire qu'à Bercy, ils ont lu le bouquin dans tous les sens. Je peux vous dire que ça a été lu par tous les grands décideurs du pays, que je reçois tout le temps des lettres en la matière. Et que, voilà, je crois qu'on n'est pas pour rien dans l'idée qu'on n'a pas reconfiné, parce qu'on a bien dit, attendez, c'est maintenant, là, quoi qu'il en coûte, on n'a plus les moyens. Il fallait à un moment qu'on le dise. Et tout ça, c'est autant d'emplois sauvés, autant de richesses nationales sauvées, autant de jeunes qui auront un avenir meilleur. Je ne dis pas qu'on a gagné toutes les batailles, mais je pense qu'aucune des batailles n'est perdue pour le moment. Merci beaucoup Agnès pour ce message optimiste. Merci à tous. Et puis pour votre temps, pour avoir répondu à énormément Avec de joie. questions. C'était un immense... Les questions étaient super. Ah, merci beaucoup. Donc, passionnant webinaire. Et donc, on vous remercie. Et puis, moi, je reviendrai très vite vers les membres d'X Sursaut pour notre prochain invité dans les prochains jours ou semaines. Voilà. Très bonne soirée Merci à vous tous. Et Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.